Le 23 octobre 2000, dans le bureau exigu de la gendarmerie de Reims, le capitaine Moreau fixe un portrait robot accroché au mur depuis 3 semaines. Le dessin représente une femme d'une quarantaine d'années, témoin d'un meurtre dans un parking souterrain. Mais ce visage lui dit quelque chose d'ancien, enfoui dans les archives. Il ouvre un dossier jauni daté de 1980 et son sang se glace. Le portrait robot correspond trait pour trait à la photo d'une adolescente. Cette adolescente s'appelait Nathalie Verdier. Elle avait 17 ans quand elle a disparu sans laisser de traces un soir de novembre 1980, en rentrant du lycée. Pendant 20 ans, sa famille l'a crue morte. Son nom figure sur les listes de personnes disparues, présumées décédées. Son père est mort en 2000-2 sans avoir jamais su ce qui lui était arrivé. Et pourtant, ce portrait robot suggère l'impensable. Nathalie Verdier pourrait être vivante, quelque part en France sous une autre identité. Comment une jeune fille peut-elle disparaître pendant 2 décennies, puis réapparaître par hasard dans un dossier criminel sans que personne ne l'ait jamais reconnue? Pourquoi une adolescente de 17 ans aurait-elle choisi de s'effacer complètement de l'existence? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à abandonner sa famille sans un mot, sans un signe, pendant 20 années entières? Cette affaire pose des questions qui défient toute logique et révèle l'une des disparitions les plus troublantes de la fin du XXe siècle. Avant de continuer, une question nous intrigue. De quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez-le en commentaire, car nous adorons savoir jusqu'où voyagent ces histoires. Si vous voulez découvrir plus d'affaires mystérieuses et de disparitions inexpliquées comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun récit. Et si cette enquête vous captive déjà, laissez un like. Cela nous aide sincèrement à continuer de vous proposer ces histoires. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. En 1980, Reims est une ville industrielle en pleine mutation. Les usines de textiles ferment les unes après les autres, remplacées par des centres commerciaux et des zones pavillonnaires. C'est dans ce contexte que vit la famille Verdier, installée dans un petit pavillon de la rue Gambetta. Michel Verdier travaille comme contremaître dans une usine de champagne. Son épouse Sylvie tient la comptabilité d'un cabinet médical. Leur fille unique, Nathalie, est élève en terminale au lycée Jean Talon. Nathalie est décrite par tous comme une jeune fille discrète et sérieuse. Elle obtient de bonnes notes sans effort particulier. Elle n'a pas de petite amie connue, fréquente peu les sorties et préfère passer ses week-ends à lire ou à écouter de la musique dans sa chambre. Ses parents la trouvent parfois trop renfermée pour son âge, mais ne s'en inquiètent pas outre mesure. Dans les années 80, les adolescents ne parlent pas facilement et la pudeur est encore la norme dans les familles. Le 8 novembre 1980, Nathalie quitte le lycée vers 17h30 comme chaque vendredi. Elle doit rentrer directement à la maison car ses parents organisent un dîner avec des amis le soir même. Le trajet habituel de Nathalie passe par l'avenue Jean Jaurès puis la rue de Vesle. 15 minutes de marche tout au plus. Elle porte son sac à dos bleu marine, un jean et un blouson en cuir marron que sa mère lui a offert pour son anniversaire 2 mois plus tôt. 18h30. Sylvie Verdier commence à s'inquiéter. Les invités arrivent dans 1 heure et Nathalie n'est toujours pas rentrée. Elle téléphone au lycée mais le standard est fermé. À 19h, Michel Verdier prend sa voiture et refait le trajet habituel de sa fille. Il ne trouve rien. Pas de traces de Nathalie dans les rues déjà sombres de novembre. À 20h, les invités arrivent et trouvent un couple affolé qui hésite encore à contacter la police. La gendarmerie est prévenue vers 22h. Un signalement est enregistré mais aucune recherche n'est lancée immédiatement. Les disparitions d'adolescents sont fréquentes et se résolvent généralement d'elles-mêmes dans les 48 heures. Les gendarmes pensent à une fugue, peut-être une histoire sentimentale que les parents ignorent. Mais quand le lundi suivant, Nathalie n'est toujours pas réapparue, l'affaire prend une toute autre dimension. La jeune fille s'est littéralement volatilisée. Les dernières personnes à avoir vu Nathalie Verdier vivante sont ses camarades de classe. À 16h, elle assiste au cours de philosophie dispensé par Madame Leclerc. Elle prend des notes comme d'habitude, ne manifeste aucun signe particulier d'inquiétude ou d'agitation. À 17h, le cours se termine. Nathalie range ses affaires méthodiquement, salue 2 camarades dans le couloir et quitte l'établissement par la sortie principale. Plusieurs élèves la voient partir seule en direction du centre-ville.
Le concierge du lycée, M. Arnaud, se souvient précisément de l'avoir vu franchir le portail. Il est 17h25 à sa montre. Nathalie ne lui adresse pas la parole, mais lui fait un petit signe de la main comme chaque soir. Rien dans son attitude ne laisse deviner quoi que ce soit d'anormal. Elle marche d'un pas régulier, son sac sur l'épaule, les mains dans les poches de son blouson. C'est la dernière observation confirmée de Nathalie Verdier. Entre 17h25 et 18h30, il se passe quelque chose. Mais quoi exactement? Le trajet habituel de Nathalie traverse des quartiers résidentiels relativement fréquentés en fin d'après-midi. Des commerçants ferment leurs boutiques, des employés rentrent du travail, des enfants jouent sur les trottoirs. Pourtant, personne ne se souvient avoir vu une adolescente en blouson marron ce soir-là, comme si Nathalie s'était évaporée entre le lycée et sa maison. Les gendarmes interrogent systématiquement tous les riverains du parcours supposé. Un boulanger de l'avenue Jean Jaurès croit se rappeler avoir vu une jeune fille ressemblant à Nathalie vers 17h45. Elle marchait vite, comme pressée. Mais il n'en est pas absolument certain. Les descriptions sont vagues, contradictoires. Un autre témoin évoque une adolescente montant dans une voiture sombre près de la poste, mais impossible de confirmer qu'il s'agissait bien de Nathalie. La fouille de la chambre de Nathalie ne révèle aucun indice de fugue préméditée. Toutes ses affaires personnelles sont là. Ses vêtements, ses livres, son argent de poche dans une boîte sur son bureau. Son journal intime, retrouvé dans un tiroir, contient des réflexions banales d'adolescentes sur les cours et les professeurs. Aucune mention d'un projet de départ, d'une relation amoureuse cachée ou de problèmes familiaux. Nathalie semblait vivre une vie parfaitement ordinaire. Les parents sont interrogés pendant des heures. Leur douleur est évidente et leur incompréhension totale. Ils répondent patiemment aux mêmes questions répétées sous différentes formes. Non, Nathalie n'avait pas de petite amie. Non, elle ne consommait ni drogue ni alcool. Non, il n'y avait pas de conflit familial récent. Non, elle n'avait jamais évoqué l'envie de partir. Les enquêteurs finissent par les croire. Cette famille ne cache rien. Elle est simplement dévastée. L'hypothèse de l'enlèvement devient rapidement dominante. Une jeune fille aussi discrète et sans histoire ne disparaît pas volontairement du jour au lendemain. Les gendarmes élargissent leurs recherches. Des battues sont organisées dans les bois environnants. Des plongeurs inspectent les canaux et les plans d'eau. Des chiens renifleurs parcourent les décharges. Rien. Aucune trace du blouson marron, du sac à dos bleu marine ou de Nathalie elle-même. C'est comme si la terre l'avait engloutie. Les médias locaux relèvent l'affaire. La photo de Nathalie apparaît dans les journaux régionaux et sur les écrans de télévision. Une ligne téléphonique est ouverte pour recueillir les témoignages. Des dizaines d'appels affluent, mais aucun ne mène à une piste concrète. Des voyants et des médiums se manifestent avec leur vision. La famille désespérée accepte même de les rencontrer. Toutes ces pistes s'avèrent des impasses. Nathalie reste introuvable. 3 semaines après la disparition, l'enquête marque déjà le pas. Les gendarmes ont épuisé les pistes classiques. Ils ont vérifié les hôpitaux, les foyers, les gares. Ils ont interrogé tous les professeurs, tous les camarades de classe, tous les voisins. Ils ont examiné les antécédents judiciaires des habitants du quartier. Rien ne mène à Nathalie. L'affaire devient l'une de ces disparitions inexplicables qui hantent les familles et obsèdent les enquêteurs pendant des décennies. Michel et Sylvie Verdier sombrent dans une attente interminable. Chaque coup de sonnette pourrait être la nouvelle qu'ils espèrent et redoutent à la fois. Chaque jeune fille aperçue dans la rue fait battre leur cœur plus fort. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Nathalie ne revient pas. Aucun corps n'est retrouvé. Aucune demande de rançon n'est formulée. Le mystère reste entier et la douleur devient insupportable. À la fin de l'année 1980, le dossier Verdier rejoint les archives des personnes disparues. L'enquête n'est pas officiellement close, mais elle n'avance plus. Les gendarmes ont d'autres affaires à traiter. La famille doit apprendre à vivre avec cette absence qui ne ressemble ni à un deuil ni à un espoir. Nathalie Verdier devient un nom dans un classeur poussiéreux, une photo jaunie collée sur un formulaire administratif, une question sans réponse. Dès les premiers jours de janvier 1981, l'enquête sur la disparition de Nathalie Verdier est confiée au lieutenant Bruno, un enquêteur expérimenté de la brigade de recherche de Reims. Il reprend méthodiquement tous les éléments du dossier. Les témoignages sont réévalués, les horaires recoupés,
les hypothèses reclassées par ordre de probabilité. Bruno sait que dans ce type d'affaires, le temps qui passe efface les traces et brouille les mémoires. Il doit agir vite. La première piste explorée concerne l'entourage immédiat de Nathalie. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à un professeur de mathématiques du lycée, M. Delvaux, qui a la réputation d'être trop familier avec certaines élèves. Plusieurs témoignages évoquent des remarques déplacées, des regards insistants. Delvaux est convoqué et interrogé longuement. Son alibi pour le soir de la disparition est vérifié. Il se trouvait chez ses beaux-parents à Épernay, à 40 km de Reims. Plusieurs personnes confirment. Une deuxième piste émerge autour d'un incident survenu 3 mois avant la disparition. En août 1980, Nathalie aurait été suivie en rentrant d'une bibliothèque municipale. Elle en avait parlé à sa mère qui n'y avait pas accordé beaucoup d'importance. Les enquêteurs tentent de retrouver l'homme en question. Des affiches sont placardées dans le quartier. Un signalement est diffusé. Mais aucune identification formelle n'est possible. Trop de temps a passé. Le lieutenant Bruno élargit ses investigations aux délinquants sexuels connus de la région. En 1981, les fichiers informatisés n'existent pas encore. Tout se fait manuellement, par recoupement de dossiers papier. Plusieurs individus présentent des profils inquiétants. Un ancien surveillant de collège condamné pour attentat à la pudeur. Un chauffeur de taxi soupçonné de harcèlement. Un ouvrier agricole accusé d'exhibition. Tous sont interrogés. Aucun lien avec Nathalie ne peut être établi. Les gendarmes explorent également l'hypothèse d'un départ volontaire. Peut-être Nathalie a-t-elle voulu échapper à quelque chose que même ses parents ignoraient. Des enquêteurs se rendent dans les grandes gares parisiennes avec sa photo. Ils interrogent les travailleurs sociaux, les responsables de foyers pour jeunes en difficulté. Ils contactent les services sociaux de plusieurs départements. Personne ne reconnaît Nathalie. Si elle est partie volontairement, elle a réussi à ne laisser absolument aucune trace. En mars 1981, un appel téléphonique relance brutalement l'enquête. Une femme affirme avoir vu Nathalie dans un café de Charleville-Mézières, à 90 km de Reims. Le lieutenant Bruno se déplace immédiatement. La femme est formelle. Elle a reconnu la jeune fille grâce aux photos diffusées dans la presse. Nathalie portait un foulard sur la tête et semblait nerveuse. Elle était accompagnée d'un homme d'une 50aine d'années. Une équipe de gendarmes investit Charleville-Mézières. La photo de Nathalie est montrée dans tous les commerces, tous les hôtels, toutes les gares routières. Pendant 3 jours, l'espoir renaît. Puis l'identification se révèle fausse. La jeune fille aperçue dans le café était une étudiante locale qui ne ressemblait que vaguement à Nathalie. L'homme qui l'accompagnait était son oncle. Cette fausse piste brise quelque chose dans le cœur de Michel et Sylvie Verdier. Ils comprennent que chaque espoir sera suivi d'une déception. Les mois suivants apportent leur lot de témoignages contradictoires et de pistes qui ne mènent nulle part. Une automobiliste affirme avoir vu Nathalie faire du stop sur l'autoroute. Un commerçant croit la reconnaître dans une foire de province. Un employé de banque signale une jeune fille correspondant au signalement. Chaque fois, les enquêteurs vérifient. Chaque fois, il s'agit d'une erreur. Nathalie semble s'être évaporée dans une dimension parallèle. En juin 1981, le lieutenant Bruno doit admettre qu'il est dans une impasse totale. Il a exploré toutes les hypothèses, suivi toutes les pistes, interrogé des centaines de personnes. Le dossier contient désormais plusieurs centaines de pages de procès-verbaux, de témoignages et de rapports. Mais aucune de ces informations ne permet de comprendre ce qui est arrivé à Nathalie Verdier. C'est l'une des enquêtes les plus frustrantes de sa carrière. La famille Verdier demande que l'affaire soit classée en recherche dans l'intérêt des familles. Ce statut permet de maintenir l'enquête ouverte indéfiniment. Michel Verdier contacte régulièrement la gendarmerie pour savoir si du nouveau est apparu. La réponse est toujours la même. Non, aucun élément nouveau. L'enquête reste ouverte mais elle n'avance plus. Nathalie est devenue un fantôme, une absence qui ne se comble pas, une blessure qui ne guérit jamais. À la fin de l'année 1981, le dossier Verdier est officiellement gelé. Il reste accessible en cas de nouvel élément, mais plus aucune recherche active n'est menée. Le lieutenant Bruno range les cartons dans la salle des archives avec un sentiment d'échec. Il sait qu'il n'a pas démérité, qu'il a tout tenté. Mais cela ne suffit pas à apaiser sa conscience. Quelque part, une jeune fille de 17 ans a disparu et personne ne sait pourquoi. Les années passent et le dossier Nathalie Verdier devient l'une de ces affaires froides
que les nouveaux enquêteurs consultent par curiosité. En 1985, un jeune gendarme rouvre le dossier dans le cadre d'un stage sur les disparitions non résolues. Il lit les centaines de pages accumulées, étudie les photos jaunies, analyse les témoignages contradictoires. Il conclut que l'enquête initiale a été menée avec sérieux, mais qu'elle s'est heurtée à un mur de silence. En 1987, une nouvelle piste surgit de manière inattendue. Un détenu de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne affirme détenir des informations sur la disparition de Nathalie. Il prétend connaître l'homme qui l'a enlevée. Les enquêteurs se déplacent. Le détenu raconte une histoire confuse impliquant un réseau de traite d'êtres humains et des disparitions organisées. Il donne des noms, des lieux, des dates. Tout est vérifié minutieusement. Rien ne correspond à la réalité. Le détenu cherchait simplement à négocier une remise de peine en échange de fausses informations. Cette manipulation met en colère les enquêteurs et replonge la famille Verdier dans le désespoir. Michel Verdier écrit une lettre amère au procureur. Il demande que les personnes qui utilisent le malheur des familles pour leur profit personnel soient sévèrement punies. La lettre reste sans réponse. Le détenu écope de quelques mois supplémentaires pour entrave à la justice. En 1989, un nouveau témoin se présente spontanément à la gendarmerie. Il s'agit d'un ancien ouvrier de l'usine où travaillait Michel Verdier. L'homme affirme avoir vu Nathalie monter dans une camionnette le soir de sa disparition. Il n'en a jamais parlé car il avait peur de complications, mais sa conscience le tourmente depuis des années. Les enquêteurs prennent sa déposition. L'homme décrit une camionnette blanche avec des inscriptions publicitaires effacées. Cette description relance l'enquête pendant quelques semaines. Les gendarmes recherchent tous les véhicules correspondant à ce signalement dans la région en 1980. Les archives des services des immatriculations sont exhumées. Plusieurs camionnettes correspondent. Leurs propriétaires sont retrouvés et interrogés. Certains sont décédés, d'autres ont vendu leur véhicule depuis longtemps. Aucun lien avec Nathalie ne peut être établi. Cette piste s'éteint comme les autres. En 1991, un journaliste d'investigation s'intéresse au cas Nathalie Verdier. Il réalise un reportage pour une émission télévisée consacrée aux disparitions inexpliquées. Le documentaire reconstitue les dernières heures connues de la jeune fille. Des comédiens rejouent les scènes. Un psychologue criminologue analyse les différentes hypothèses. L'émission est diffusée en première partie de soirée et génère plusieurs centaines d'appels téléphoniques. Parmi ces appels, 3 semblent intéressants. Une femme affirme avoir hébergé une jeune fille, ressemblant à Nathalie dans les années 80. Un homme prétend avoir croisé Nathalie dans une gare de l'Est de la France. Un ancien routier évoque une autostoppeuse qui pourrait être elle. Les enquêteurs vérifient chacun de ces témoignages avec l'énergie du désespoir. Mais une fois de plus, aucune de ces pistes ne débouche sur quelque chose de concret. L'affaire retombe dans l'oubli médiatique. Michel Verdier tombe gravement malade en 1995. Un cancer du poumon diagnostiqué trop tard. Les médecins lui donnent quelques mois à vivre. Il passe ses dernières semaines à regarder les photos de sa fille, à relire son journal intime, à se remémorer les bons moments passés ensemble. Il meurt en février 1996 sans avoir jamais su ce qui était arrivé à Nathalie. Sylvie reste seule avec son chagrin. En 1998, une nouvelle technique d'investigation fait son apparition. L'analyse ADN permet désormais d'identifier des corps même très dégradés. Sylvie Verdier accepte de fournir un échantillon biologique pour alimenter le fichier national des personnes disparues. Son ADN est comparé à tous les corps non identifiés découverts en France depuis 1980. Aucune correspondance. Nathalie n'est pas parmi les mortes retrouvées, elle reste une disparue. Les années 90 se terminent sans aucune avancée significative. Le dossier Verdier contient maintenant près de 1000 pages de documents. Des dizaines d'enquêteurs y ont travaillé à un moment ou un autre. Des centaines de pistes ont été explorées. Des milliers d'heures de travail ont été consacrées à cette affaire. Mais 20 ans après la disparition, personne ne sait ce qui est arrivé à Nathalie Verdier. L'affaire est devenue l'une des grandes énigmes criminelles de la région Champagne-Ardenne. Au début de l'année 2000, plus personne ne pense vraiment à Nathalie Verdier. Sa mère vieillit seule dans le pavillon de la rue Gambetta. Le dossier dort dans les archives. Les enquêteurs qui s'en sont occupés sont pour la plupart à la retraite ou mutés ailleurs. Nathalie est devenue un nom sur une liste,
un numéro de dossier, une statistique parmi d'autres, jusqu'à ce qu'un portrait robot change tout. Le 4 octobre 2000, un meurtre est commis dans le parking souterrain du centre commercial Cœur de la Ville à Reims. La victime est un homme de 52 ans, directeur commercial d'une entreprise de matériel informatique. Il est retrouvé poignardé dans sa voiture en fin de soirée par un agent de sécurité. Les caméras de surveillance montrent un individu cagoulé, s'enfuyant à pied. L'enquête est confiée au capitaine Moreau, un jeune officier récemment muté à Reims. Les premières investigations révèlent que la victime, M. Garnier, était impliqué dans un trafic de contrefaçon informatique. Plusieurs témoins sont interrogés. Parmi eux, une femme d'une quarantaine d'années qui se trouvait dans le parking au moment des faits. Elle a aperçu l'agresseur de dos mais n'a pas vu son visage. Néanmoins, elle accepte de collaborer avec un dessinateur de la police pour établir un portrait robot basé sur sa morphologie générale. Le portrait robot est réalisé le 15 octobre 2000. Il représente une femme aux traits fins, aux cheveux châtain courts, au regard perçant. Le dessin est diffusé dans les médias locaux dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse le témoin et puisse fournir des informations complémentaires. Le portrait est également affiché dans tous les commissariats et gendarmeries de la région. C'est ainsi qu'il arrive sur le bureau du capitaine Moreau. Le 23 octobre, Moreau étudie les dossiers en cours quand son regard tombe sur ce portrait robot accroché au mur depuis 3 semaines. Quelque chose le dérange. Ce visage lui dit quelque chose. Il ne sait pas exactement quoi, mais l'intuition est forte. Il décide de vérifier dans les archives des personnes disparues. Il passe plusieurs heures à comparer le portrait robot avec des dizaines de photos. Et puis, il tombe sur le dossier Verdier. La ressemblance est troublante. Si on vieillit artificiellement la photo de Nathalie Verdier prise à 17 ans en 1980, on obtient un visage très proche du portrait robot. Moreau n'en croit pas ses yeux. Il contacte immédiatement le dessinateur pour obtenir des précisions sur la morphologie du témoin. Taille estimée 1,65 m, corpulence mince, signe particulier aucun. Tout correspond à la description de Nathalie dans le dossier de disparition. Moreau prend une décision audacieuse. Il demande à un laboratoire spécialisé de réaliser une projection de vieillissement numérique du visage de Nathalie à partir de sa photo de 1980. La technologie existe depuis peu et permet de simuler le vieillissement d'un visage avec une précision raisonnable. Le résultat arrive 3 jours plus tard. La similitude avec le portrait robot est sidérante. Les traits correspondent. La forme du visage correspond. Tout correspond. Le capitaine Moreau présente ses conclusions à sa hiérarchie. L'hypothèse semble folle, mais elle est étayée par des éléments objectifs. Le témoin du meurtre pourrait être Nathalie Verdier, disparue depuis 20 ans. Si cette hypothèse est exacte, cela signifie que Nathalie est vivante, qu'elle vit probablement dans la région de Reims sous une fausse identité et qu'elle n'a jamais contacté sa famille. Les implications sont vertigineuses. Une enquête discrète est lancée pour tenter de retrouver le témoin. Les enregistrements des caméras de surveillance du parking sont réexaminés, image par image. On distingue effectivement une femme correspondant à la description sortant précipitamment du parking peu après l'heure du meurtre. Mais la qualité des images est médiocre et aucune identification formelle n'est possible. Elle ne conduit aucun véhicule immatriculé à son nom. Elle disparaît dans la nuit. Le capitaine Moreau contacte Sylvie Verdier pour lui montrer le portrait robot. La rencontre est déchirante. Sylvie regarde longuement le dessin, les larmes aux yeux. Elle dit que oui, cela pourrait être Nathalie. Les traits sont différents évidemment, 20 ans ont passé. Mais quelque chose dans le regard, dans la forme du visage lui rappelle sa fille. Pourtant, elle refuse de croire que Nathalie pourrait être vivante sans jamais avoir donné signe de vie. Les semaines qui suivent sont consacrées à retrouver ce témoin mystérieux. Des annonces sont publiées dans la presse locale. Des affiches sont placardées dans les quartiers proches du centre commercial. Le numéro de téléphone de la gendarmerie est diffusé. Mais la femme ne se manifeste jamais. Soit elle a quitté la région, soit elle a pris peur en comprenant que les enquêteurs la recherchaient, soit elle a délibérément choisi de rester cachée. Le mystère s'épaissit. En décembre 2000, l'enquête sur le meurtre de M. Garnier aboutit à l'arrestation de son associé commercial. L'homme avoue le crime, motivé par des querelles financières. Le dossier est clos. Mais la question du témoin reste entière. Qui était cette femme aperçue dans le parking? Était-ce vraiment Nathalie Verdier ou une simple ressemblance troublante? Le capitaine Moreau garde le dossier ouvert,
mais il n'a plus aucune piste à explorer. La révélation du portrait robot relance complètement l'affaire Verdier. En janvier 2001, un journaliste publie un article dans un quotidien régional racontant cette coïncidence extraordinaire. L'article est repris par plusieurs médias nationaux. L'histoire fascine. Une jeune fille disparue depuis 20 ans pourrait être vivante quelque part en France, sous une fausse identité, sans que personne ne l'ait jamais reconnue. C'est à la fois troublant et romanesque. Suite à cette médiatisation, plusieurs témoins se manifestent. Une femme affirme avoir connu une certaine Nathalie dans un foyer pour femmes en difficulté à Lyon dans les années 90. Un homme prétend avoir eu une relation avec une femme correspondant au signalement à Strasbourg. Un commerçant évoque une cliente régulière qui pourrait être elle. Chaque témoignage est vérifié, mais aucun ne permet d'identifier formellement Nathalie Verdier. Le capitaine Moreau décide d'explorer une nouvelle hypothèse. Et si Nathalie avait été victime d'une forme d'emprise psychologique en 1980, si elle avait été manipulée par quelqu'un qui l'avait convaincue de tout abandonner? Cette théorie expliquerait pourquoi une adolescente sans histoire aurait pu disparaître volontairement. Les enquêteurs recherchent dans le dossier initial des indices allant dans ce sens. Un nom attire l'attention. En 1980, Nathalie fréquentait occasionnellement une bibliothèque municipale où elle empruntait des livres. Le bibliothécaire de l'époque, un certain Alain Dumas, avait été interrogé brièvement. Il avait déclaré connaître Nathalie de vue, mais ne pas avoir d'informations particulières. Les enquêteurs décident de le retrouver. Alain Dumas a maintenant 65 ans. Il vit retiré dans un village des Ardennes. Interrogé de nouveau, Dumas se montre nerveux. Il finit par admettre qu'il avait effectivement parlé plusieurs fois avec Nathalie en 1980. Elle venait souvent à la bibliothèque et ils discutaient de littérature. Dumas avait 45 ans à l'époque, Nathalie 17. Il reconnaît avoir eu des sentiments pour l'adolescente, mais jure ne jamais avoir rien tenté. Il affirme n'avoir rien à voir avec sa disparition. Son alibi pour le soir du 8 novembre est vérifié. Il se trouvait en réunion professionnelle. Pourtant, cette révélation change la perspective sur l'affaire. Nathalie n'était peut-être pas aussi isolée qu'on le pensait. Elle avait établi une relation, même platonique, avec un homme beaucoup plus âgé. Cet homme représentait peut-être une figure d'autorité bienveillante, un confident. Les psychologues consultés expliquent qu'une adolescente en quête de repères peut développer une forme de fascination pour ce type de personne. Mais cela ne prouve rien concernant la disparition. En mars 2001, un élément troublant surgit. Une femme contacte la gendarmerie en affirmant avoir reçu une lettre étrange en 1983. Cette lettre, dont elle a conservé l'original, était signée d'une certaine Nathalie. Le texte était laconique. Il disait simplement qu'elle allait bien, qu'il ne fallait pas la chercher, qu'elle avait fait un choix. La lettre avait été postée de Belgique. À l'époque, la femme n'avait pas compris et avait rangé ce courrier bizarre. Cette lettre est analysée par des experts. L'écriture est comparée au cahier de Nathalie conservé par sa mère. Les spécialistes ne peuvent pas conclure formellement. L'écriture présente des similitudes, mais aussi des différences, qui pourraient s'expliquer par 3 ans d'écart ou par une volonté de déguiser son écriture. Le timbre et l'enveloppe datent bien de 1983. La lettre a été postée d'Anvers. Cela relance toutes les hypothèses. Si Nathalie a envoyé cette lettre en 1983, cela signifie qu'elle était vivante 3 ans après sa disparition. Cela confirme l'hypothèse d'un départ volontaire plutôt que d'un enlèvement. Mais pourquoi écrire à une inconnue plutôt qu'à ses parents? Pourquoi poster cette lettre de Belgique? Les enquêteurs tentent de reconstituer le parcours hypothétique de Nathalie entre 1980 et 2000. C'est impossible sans témoignage direct. Le capitaine Moreau fait une dernière tentative en mai 2001. Il publie une lettre ouverte dans plusieurs journaux nationaux. Il s'adresse directement à Nathalie Verdier, si elle est vivante quelque part. Il lui explique que sa mère vieillit et veut juste savoir qu'elle va bien. Il garantit qu'aucune poursuite ne sera engagée, qu'elle peut reprendre contact anonymement si elle le souhaite. La lettre est publiée en pleine page. Elle reste sans réponse. En juillet 2001, l'affaire retombe progressivement dans l'oubli médiatique. Le portrait robot a relancé l'intérêt pendant quelques mois, mais aucune preuve décisive n'a pu être apportée. Le témoin du meurtre de 2000 n'a jamais été formellement identifié comme étant Nathalie Verdier. Peut-être était-ce elle,
Peut-être était-ce simplement une ressemblance. Sans ADN, sans témoignage direct, impossible de conclure. Sylvie Verdier continue de vivre seule dans sa maison. Elle a maintenant 70 ans. Elle garde précieusement la chambre de Nathalie intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps. Parfois, elle regarde le portrait robot affiché dans un cadre. Elle se demande si sa fille vit quelque part sous un autre nom, avec une autre vie, des enfants peut-être. Elle se demande pourquoi Nathalie ne revient pas, ne donne pas signe de vie. Cette question la hante jour et nuit. L'affaire Nathalie Verdier reste à ce jour l'une des disparitions les plus énigmatiques de la fin du XXe siècle. 25 ans après les faits, aucune certitude n'a pu être établie. Le portrait robot de 2000 suggère fortement que Nathalie pourrait être vivante, mais aucune preuve formelle n'existe. Le dossier est toujours officiellement ouvert, mais plus personne n'enquête activement. Sylvie Verdier est décédée en 2010 sans avoir jamais revu sa fille. Ce qui rend cette affaire particulièrement troublante, c'est l'absence totale de mobile apparent. Nathalie n'avait aucune raison identifiable de disparaître. Sa vie était normale, ses relations familiales saines, son avenir semblait tracé. Si elle est partie volontairement, qu'est-ce qui a pu la pousser à abandonner son existence du jour au lendemain? Si elle a été enlevée, comment expliquer la lettre de 1983 et la possible apparition 20 ans plus tard? Quelque part en France, peut-être, une femme de près de 60 ans aujourd'hui vit sous une fausse identité. Cette femme sait peut-être qu'elle s'appelait autrefois Nathalie Verdier. Elle sait peut-être qu'une famille l'a cherchée pendant des décennies. Elle sait peut-être que sa mère est morte en espérant un signe qui n'est jamais venu. Ou peut-être ne sait-elle rien, victime d'une amnésie ou d'une manipulation qui a effacé son passé. Le mystère reste entier et continue de hanter ceux qui ont croisé cette histoire.